Bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner durant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Meurthe-et-Moselle, rapporteur général du budget et rapporteur de la commission d'enquête sur le fonds Marianne, dont on va évidemment longuement parler dans quelques instants. Mais d'abord, un mot du budget, plusieurs actualités ce matin. D'abord, dans un entretien à la Tribune, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, se montre assez alarmiste. Il dit « Nous allons vers un ralentissement de l'économie assez net. La France ne sera pas en récession, mais certains signaux montrent qu'on s'en approche. » Vous partagez ces propos ? Oui, d'ailleurs, j'ai lu également que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce un ralentissement de la croissance. Il a revu à la baisse les chiffres. De toute façon, en économie, il n'y a pas de miracle. À la fois, il y a une interdépendance de nos économies par les échanges mondiaux, mais vous êtes d'autant plus en bonne santé que vous avez vos indicateurs nationaux notamment au vert. Ça n'est pas le cas de la France. On a, je dirais, un niveau de dépenses publiques qui est très important. On a un niveau d'impôt qui est très élevé. Et on est en déficit préoccupant du commerce extérieur. Et quand, dans le même temps, vous avez une remontée des taux d'intérêt, fatalement, on va se retrouver dans un temps de difficulté économique. Donc avec un risque de récession. Il ne faut pas le souhaiter. Donc, mais vous ne l'excluez pas? On ne peut rien exclure parce que, on le voit, la prévision, on a des indicateurs qui normalement devraient nous mettre à l'abri, mais il suffit parfois de peu de choses. Il y a le moral, évidemment, et la confiance à la fois des entreprises, mais aussi du pays. Et donc, il faut arriver aujourd'hui à remobiliser les Français pour donner un coup de collier supplémentaire et consentir à des efforts, mais il ne nous a pas échappé que le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, post-retraite, n'est pas le climat le plus favorable. Vous préparez le budget 2024. Le ministre des Finances, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics le prépare aussi. Gérard Larcher, ce matin, dans un entretien à l'AFP, il dit que la période budgétaire va être difficile, qu'il y a un risque d'accidentologie pour l'exécutif et il n'exclut pas une censure si le budget ne s'emploie pas à redresser les finances publiques. Les Républicains iront jusque-là ? Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais je crois que... Gérard Larcher non plus, mais ça n'empêche pas de le dire. Non, mais bien sûr. Mais premier élément, je pense que nous avons, je le dis, des comptes très dégradés. Et l'an passé, le ministre de l'économie avait annoncé un budget à l'euro près, allant dépensant davantage et demandant au Parlement de réduire la voilure. Zéro pointé sur la copie. Il n'y a eu aucune économie. Et on est cette année dans un nouveau duo assez surprenant. Le ministre de l'économie explique qu'il va falloir serrer la vis. La première ministre demande à chacun de ses ministres de réduire de 5% un nouveau phénomène de rabot. Et pendant ce temps, le président de la République, à chacune de ses sorties, annonce des milliards de dépenses supplémentaires. C'est incohérent. Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'argent magique. Il faut de l'argent efficace pour redresser la situation de la France. C'est cet impératif. Je pense qu'on peut amener les Français sur cet objectif, mais pour ça, il faut de la cohérence, il faut de la convergence et il faut se mettre réellement au travail. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans le budget ? Mais dans le budget, pour vous satisfaire. Et il faut d'abord définir des priorités et effectivement, il faut alléger le fardeau de la dette. Mais donc, comment ? Parce que le chef de l'État, il parle de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes d'ici la fin du quinquennat. Il faut y renoncer ? Attendez, le chef de l'État, il fait beaucoup d'annonces, souvent pas suivies des faits, et peut-être que certaines des baisses d'impôts qu'il annonce n'interviendront jamais, y compris avant 2027, puisque j'ai bien compris que la perspective, la fenêtre de tir, ce serait dans la dernière année de son mandat, du deuxième mandat présidentiel. Je pense que le sujet est suffisamment sérieux pour ne pas abuser d'annonces non suivies de lendemain heureux. On va parler de la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Puisque vous en êtes le rapporteur, hier vous avez auditionné 2 ministres, dont la très attendue Marlène Schiappa à l'origine de la création de ce fonds. On va voir les temps forts de cette audition avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey,
la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne auditionnait donc hier l'ancienne ministre chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, une audition très attendue parce que c'est elle qui est à l'origine de ce fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audition ? Eh bien, après plus de 3 heures d'audition, la ministre semble avoir joué la carte de l'évitement. D'après elle, elle aurait lancé le fonds, certes, mais elle se serait ensuite rapidement éloignée pour laisser son cabinet et l'administration gérer les appels à projets et la sélection des lauréats. Voilà pour sa position, sauf qu'au fil des auditions, on se rend compte que la ministre est intervenue. Petit rappel des faits sur l'un des points. Parmi les lauréats fléchés par le comité de sélection, on trouve l'association SOS Racisme. Dans un premier temps, elle obtient une promesse de 100 000 euros. À ce moment-là, le cabinet de Marlène Schiappa demande à ce qu'on temporise un peu et que ce soit acté par la ministre, car elle aurait, d'après son directeur de cabinet, un passif avec le président de SOS Racisme. Je vous propose, pour mieux comprendre, d'écouter un extrait de l'audition du préfet Jallet, son directeur de cabinet. C'était la semaine dernière, sous serment, suivi hier de la réponse de Marlène Schiappa, sous serment elle aussi. Nous avons sur cette association une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien. Donc il y a bien eu sur les décisions arrêtées en comité de sélection pour l'un de ces lauréats une infirmation par la ministre. Mon ancien directeur de cabinet fait état de relations personnelles ou de désaccords personnels que j'aurais avec monsieur le président de SOS Racisme. Je n'ai pas, là non plus, on me prête beaucoup de relations personnelles, mais je n'ai pas de relations personnelles ni de désaccords personnels, anciens ou récents, avec monsieur le président de SOS Racisme. Son directeur de cabinet aurait donc mal compris d'après elle. Elle ajoute aussi que si elle n'a pas octroyé les 100 000 euros à l'association, c'est parce qu'elle a considéré que l'offre de SOS Racisme ne répondait pas complètement à l'appel à projet, même si le comité de sélection en avait décidé autrement précédemment. Autre moment un peu cocasse que j'ai choisi, mais qui résume bien finalement la tonalité de l'audition. Avant d'expliquer pourquoi elle n'avait pas octroyé la subvention, Marlène Schiappa a concédé ne pas se souvenir de certains détails à cette période. Ça a donné lieu à une réponse un peu ironique du président Claude Raynal. On les écoute tous les deux. Je n'avais aucun souvenir du fait qu'il y ait eu des discussions sur SOS Racisme dans le cadre du fonds Marianne. Aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges... Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. Ça peut prêter à sourire, mais finalement, ça résume bien l'audition. La ministre semble s'être désintéressée de ce sujet du fonds Marianne. Monsieur, une réaction ? Je pense qu'elle s'est largement défaussée. Effectivement, ces extraits sont assez révélateurs d'une stratégie qui m'échappe. Je veux peut-être resituer la naissance du fonds Marianne. L'assassinat avec un acte de barbarie innommable de Samuel Paty. Le pays émoi est saisi par l'effroi. Une cérémonie en hommage à laquelle je participais dans la cour de la Sorbonne, où il y avait une émotion très forte et une responsabilité encore plus forte. Assez fidèle à elle-même, elle met en scène avec un fonds Marianne, allégorie de la République, avec un lancement, je dirais, très médiatique. Et puis, finalement, quand on regarde aujourd'hui le déroulement de la procédure, l'organisation, elle s'est comme envolée. Elle ne participe à rien, elle regarde de loin, elle ne s'occupe de rien, ni avant, surtout, elle connaît personne. Lorsque le fonds Marianne est accéléré pour qu'il en soit décidé, sélectionné en 3 semaines, surtout, elle reste à distance. Enfin, vous comprenez bien que j'essaie de faire la synthèse de ce que nous avons entendu hier. Et puis, à l'issue, pas davantage. Et même après, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de communication. Et 2 ans après, elle essaie de retrouver dans ses souvenirs, dans quelques notes, elle a une activité tellement intense que tout ça lui a un peu échappé. Je pense que la mémoire de Samuel Paty ne mérite pas d'être salie. Nous avons un devoir et une exigence de dignité et d'éthique. Qu'elle n'a pas, Marlène Schiappa ? Elle a manqué de dignité hier, vous trouvez, pendant cette audition ? Je pense que le comportement qu'elle a eu lors de l'audition était éloigné de l'ambition qu'elle disait porter. Je pense que c'est
évidemment dur, c'est cruel, mais c'est ce que je ressens et je pense que c'est aussi ce qui apparaît cruellement. Au-delà des dysfonctionnements, de la légèreté, d'une maille très lâche sur le suivi de la mise en œuvre de ce projet qui cherchait à utiliser intelligemment le réseau associatif pour combattre les discours séparatistes. Mais comment vous l'avez compris, cette ligne de défense? Est-ce que vous avez senti chez elle une volonté d'en dire le moins possible, de donner le moins de prise possible en vue d'éventuelles poursuites judiciaires, puisqu'une enquête est ouverte? Moi, on est une commission d'enquête, donc on se garde bien, on l'a dit, j'ai d'ailleurs rappelé les 3 procédures, parce que je crois qu'il ne faut pas mélanger. On est dans un pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. On essaie de s'y tenir. Et la stratégie d'évitement permanent, de défausse, de ne jamais répondre aux questions que je pourrais considérer aujourd'hui comme embarrassantes sur des déroulés, des faits chronologiques qu'elle n'a jamais contestés, qu'elle a refusé de reconnaître en disant « je n'ai pas le même avis ». À ce moment-là, elle donne son avis, elle explique « il y a une erreur ici, il y a une erreur là ». Ça n'a jamais été le cas. Elle dit s'éloigner, en même temps elle arbitre sur l'affaire, peut-être pas affaire, mais en tout cas sur le sujet SOS Racisme. Quel regard vous portez là-dessus? Si vous voulez, c'est confondant de contradictions. Finalement, c'est dans le droit fil de son propos introductif lorsqu'elle utilise les mêmes mots que le rapport de l'inspection générale de l'administration. Manque de transparence, manque d'équité. Enfin, c'est manque et absence. Je lui dis donc, c'est un aveu. Et là, imperturbable, elle répond pas du tout. Mais écoutez, les 2 mêmes mots utilisés de la même manière, avec le même sens, cherchez l'erreur. Audrey, il a été aussi question pendant cette audition des fonds octroyés à l'association de Mohamed Sifawi, la première bénéficiaire de ce fonds Marianne, avec 355 000 €. Oui, et tout part d'un mail dont se félicite d'abord la ministre. D'après elle, autour du 20 avril 2021, elle aurait fait part avec stupeur, de sa stupeur concernant le montant alloué à l'association de Mohamed Sifawi, qu'elle a affirmé pendant votre audition ne connaître d'aucune manière. Je vous propose de l'écouter sur ces 2 sujets. Je n'ai aucune relation personnelle, d'aucune sorte, avec M. Sifawi, et je n'en ai jamais eu. Je ne suis pas, avec M. Sifawi, membre de mêmes organisations. J'ai des membres de mon cabinet qui reçoivent M. Sifawi à une reprise lorsqu'il présente un projet. Et c'est à cette occasion que mon cabinet m'adresse un mail. C'est la seule trace écrite que j'ai relative à un rendez-vous entre des membres de mon cabinet et M. Sifawi. Et dans ce mail, il m'explique ce projet. C'est à ce mail d'ailleurs que je réponds, puisqu'il me détaille les montants du projet. Et je réponds, pardon pour la familiarité, mais c'est un échange qui a vocation à ce moment-là à être personnel. Je réponds ceci, 300 KE d'argent de l'État pour ce projet, ça me paraît énormissime. Sauf que ce mail, qu'elle date du 20 avril, vous la reprenez à ce moment-là parce qu'il a été envoyé en réalité le 6 avril, quelques jours avant même le dépôt de dossier de l'association et le comité de décision qui interviendra le 13 avril. On se rend compte que des arbitrages ont commencé avant même l'envoi et l'analyse des dossiers. Alors, Monsieur Husson, est-ce que comme l'inspection générale de l'administration, vous trouvez que les conditions d'attribution du fonds Marianne n'ont été ni transparentes ni équitables? Ça paraît clairement... L'exemple que vous donnez, effectivement, c'est un mail du 6 avril. Le 13 avril, ce n'est pas un comité de décision, c'est un comité de programmation. Mais ce n'est pas grave. Et l'histoire finit, de toute façon, à 355 000. Donc, ce qui est énormissime, sous-entendu, circuler, il n'y a rien à voir, il faut faire autrement, finit à 355 000 sans sourciller des yeux. Enfin, c'est juste de la contradiction permanente. Et c'est pour moi grave, parce que ça donne, ou ça conforte celles et ceux qui ne croient plus à certaines valeurs de la République. On est sur un engagement, je le rappelle, un engagement fort, une ambition de combat contre le séparatisme, de travailler avec le monde associatif sur un sujet délicat, sur lequel, pour la première fois, moi, je touche les choses de près. Donc on comprend la difficulté de mener ce combat. Et tout ça est balayé d'un revers de main par des légèretés, par même à ce stade, une absence de vérité. On ne reconnaît aucune erreur, pas de faute. Écoutez,
Pour moi, c'est inconcevable. Il y a une espèce de déni, puisque je l'ai dit, chaque fois c'est du contournement, de la défausse. C'est pas moi, c'est le comité de sélection. Dans le comité de sélection, il y a juste 3 membres de son cabinet. Ah mais mon cabinet, c'est mon cabinet. Enfin, c'est pitoyable. Parmi les manquements que vous avez relevés aussi, c'est le manque de suivi. Finalement, à la fin, on n'a qu'une feuille Excel avec le nom des associations retenues, les montants qui leur sont alloués, pas de bilan pour une demande de subvention. Il n'y a pas de bilan, ça n'est même pas renseigné en termes de méthode. Pour quelles raisons on attribue tel ou tel montant? Et puis après, normalement, il y avait un suivi qui était prévu. Tout ça est fait de manière, je l'ai dit, très lâche, très léger. Ça veut dire que vous, là, parce que vous avez commencé vos travaux il y a quand même quelques semaines, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à voir à quoi ont servi ces fonds qu'ont produit les associations bénéficiaires? Si, on en a auditionné, donc on a des éléments de bilan. Il y en a qui ont très bien travaillé. On a fait des auditions, il y a des productions, je dirais, de qualité, où on comprend, on mesure le travail qui est fait. La difficulté, et ça, on aurait pu le comprendre. Mais c'est le cas de l'association de Mohamed Sifawi, par exemple? Ah non, là, là, vous avez bien vu, lors de l'audition, il y a énormément, enfin, c'est même plus de la légèreté, il y a quasiment une absence de production. Enfin, une fois par semaine, des contenus très légers. C'est pour ça que c'est préoccupant, parce que ça met en difficulté le gouvernement et la ministre, je le redis, par rapport à l'annonce. On est normalement dans une stratégie de combat, ce qui est institutionnel, et puis là, avec le réseau associatif, pour essayer de pénétrer et de combattre les jeunes, notamment par la voie des réseaux sociaux. Et donc, annoncer pour ne pas faire, c'est à la fois salir la mémoire, mais ce n'est pas être à la hauteur de la responsabilité ministérielle et des équipes qui doivent, au contraire, montrer l'exemple pour donner le meilleur d'elles-mêmes en s'appuyant sur les associations. C'est un pari. Et je pense que le pari, il est chargé aujourd'hui d'amertume, c'est le moins qu'on puisse dire, pour celles et ceux qui ont pu croire ou croient encore à la nécessité de ce combat. Le président Claude Raynal dit que c'est un fiasco. C'est votre avis aussi? Oui, je pense qu'on utilisera différents mots, certainement dont celui-ci. Mais moi, C'est quoi le vôtre? Est-ce que vous seriez jusqu'à parler d'un scandale d'État? Écoutez, c'est difficile à dire. Moi, je place d'abord, enfin, excusez-moi, mais au-dessus de tout ça, je place le combat pour les valeurs et qui a été sali. La promesse n'est pas tenue et ça a un côté... je veux pas être... Voilà, je n'utiliserai pas le mot que j'ai à la bouche parce qu'il est vulgaire et je pense qu'il faut vraiment rester à la hauteur de la promesse qu'on a faite. Et je pense qu'il faut s'employer à la tenir et remettre l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire se remettre au combat, parce que une des conclusions que je tire à titre personnel à cet instant, c'est qu'on n'a pas réussi. En fait, il n'y a que quelques associations. C'est un combat qu'il faut mener sur le territoire national, mais certainement également au-delà. Sur les réseaux... contre le séparatisme. Oui, bien sûr. Avec les réseaux sociaux, donc il va falloir changer de modèle, être beaucoup plus ambitieux, mettre des moyens, parce qu'il faut envoyer un signal à ceux qui nous veulent du mal, à ceux qui veulent mettre à bas notre République de manière pernicieuse. Et on ne peut pas laisser faire des choses comme ça sur le territoire national. C'est une question de fierté et aussi de souveraineté. Vous avez entendu Marlène Schiappa pendant un peu plus de 3 heures hier. Est-ce qu'au vu de cette audition, elle peut rester en poste aujourd'hui? C'est une décision qui appartient au président de la République, à la Première ministre, chacun dans son rôle. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'avez pas le pouvoir de décision, évidemment, non, mais qu'est-ce que vous en dites? Je veux, comment dirais-je, je pense que Marlène Schiappa... On a l'impression dans vos propos que vous trouvez qu'elle a quelque part abîmé la République. Est-ce que du coup, elle peut rester en poste? La question, je vais vous dire, la question, c'est aussi d'une certaine manière une question personnelle pour elle et de dignité, y compris de la responsabilité qu'elle a acceptée. Je pense que c'est à elle de bien regarder face à sa conscience et d'en tirer certains enseignements. Vous auditionnez Mohamed Sifawi ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres auditions de prévues? On est plutôt dans la phase finale. On a 3 mois maximum et de toute façon,
on avait comme objectif que pour au plus tard à la mi-juillet, nous rendions notre rapport définitif. On suivra évidemment vos travaux, Jean-François Husson. On va continuer avec vous. On va remercier Audrey. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va parler d'un tout autre sujet, les Jeux Olympiques. Paris 2024. Et avec vous, Audrey, tout à l'heure. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans votre département. Pour terminer, Jean-François Husson, on va à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Mickaël. Directeur départemental de la Meurthe-et-Moselle pour l'Est républicain. On va parler d'un tout autre sujet, c'est cette inquiétude après l'incendie qui a touché le département des Vosges et qui a ravagé 30 hectares. Est-ce que la Meurthe-et-Moselle est aussi menacée ? Oui, bonjour. La Meurthe-et-Moselle est menacée puisque la Meurthe-et-Moselle est en alerte orange depuis le début de la semaine. Alors ma question, monsieur le sénateur, elle est simple. Est-ce que nous sommes prêts à affronter cet été qui s'annonce déjà dangereux et est-ce que les pompiers ont les moyens d'affronter les semaines qui viennent ? Alors je pense, d'abord bonjour Mickaël Demeaux, la Lorraine et le nord de la Loire d'ailleurs connaît une météo plutôt inversée puisque nous sommes dans des phases de forte chaleur alors qu'on n'est même pas au début de l'été, ce qui est assez inhabituel. Et pour répondre à vos questions, oui, je pense que en tous les cas les équipes des pompiers dans les départements mettent en œuvre beaucoup de moyens, se préparent, puisque ça ne vous a pas échappé, les sapeurs-pompiers dans les centres départementaux d'incendie et de secours se préparent au combat de sécheresse et d'incendie d'été. Ils apportent d'ailleurs souvent, jusqu'à maintenant, les équipes qui sont au nord de la Loire viennent en renfort là où il y a des incendies, et jusqu'à maintenant c'est plutôt au sud de la Loire. Des formations spécifiques sont conduites, des moyens supplémentaires sont déployés parce que nous sentons bien venir des besoins nouveaux et malheureusement l'incendie de forêt qui vient de se produire dans les Vosges en est l'illustration. À lire également, Mickaël, aujourd'hui dans l'Est républicain, c'est d'ailleurs votre une, et un dossier sur le renouvellement des papiers d'identité qui devient un véritable casse-tête, particulièrement pour les petites communes. Oui, c'est le sujet, vraiment un des sujets du moment dans les territoires. Alors, selon le maire de Blamont, que vous connaissez, monsieur le sénateur, il y a 10 millions de titres à produire en ce moment, mais seulement 2750 mairies équipées actuellement en France. Est-ce qu'il va pas falloir revoir un peu l'organisation parce que vraiment, ça coince en ce moment? Alors, si, et je vais vous dire, ça me met en colère. J'ai interpellé par une question écrite en avril 2022 Bruno Le Maire, je n'ai pas eu de réponse. J'ai obtenu, à la fin de la discussion budgétaire de décembre dernier, des moyens supplémentaires accordés aux collectivités pour pouvoir répondre mieux encore à un service, je le dis, qui relève de la responsabilité de l'État et qui a été transféré aux communes sans mettre les moyens correspondants. Et je vais même vous dire plus loin. Aujourd'hui, la Première ministre va annoncer un certain nombre de dispositifs de France Ruralité. Ben écoutez, c'est pas Radio Nostalgie que j'écoute, mais je vais vous donner quelques éléments. Premièrement, il fut un temps pas si lointain où quand vous habitiez la plus petite commune de 3 habitants de mon département, vous alliez en mairie, vous donniez vos papiers, un mois après, vous aviez vos papiers d'identité. Aujourd'hui, on a numérisé. Au début de la numérisation, parce que j'ai refait le point avec l'initiateur du dispositif il y a peu de temps, en moins d'une semaine, vous aviez votre nouveau titre numérisé. Donc on a perdu sur toute la ligne. On a dégradé la qualité de service en réduisant la proximité, en mettant des contraintes et en désorganisant les services publics. Tout le monde est mécontent. Les demandeurs, le coût pour les mairies, l'État qui n'est pas à la hauteur. On a une chaîne d'organisation qui finalement est un empilement, c'est un espèce de labyrinthe qui ralentit l'efficacité du service. Il faut simplifier, il faut retrouver une ligne directe. Le pari qu'on devrait faire, c'est de revenir au début et de dire le document est prêt, 8 jours après, je l'ai à la maison, ou en tous les cas, je vais le rechercher à la mairie. C'est ça qu'on doit rechercher. Et dans les territoires ruraux aujourd'hui, ça participe avec la dégradation d'un certain nombre de services, avec des qualités de route qui ne sont plus les mêmes, avec des services qui ne sont plus toujours aussi accessibles, à un sentiment de déclassement. Et moi qui suis originaire d'un village de 50 habitants, je n'oublie pas cette responsabilité qui est d'offrir une qualité de service la meilleure possible à tous les habitants de tous les territoires de notre beau pays de France.
Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Et c'est la une de l'Est républicain. On le disait, papier d'identité, patience. Et il en faut, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Mickaël. Et merci, Jean-François Husson, d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera des Jeux Olympiques 2024. La France est-elle prête alors que les inquiétudes sont là sur le coût de l'événement et sur la sécurité pour les athlètes et les spectateurs? On va en débattre dans 20 minutes. D'abord, on accueille notre prochain invité, c'est Bruno Retailleau.